Donc, bonjour tout le monde, je me présente, Patricia Lefebvre, je suis membre du comité de formation. Ça me fait plaisir aujourd'hui, au nom du comité, de vous recevoir à cette formation. En débutant, permettez-moi de remercier nos partenaires du Barreau de Montréal, donc le CAGE, Mon Petit Recrutement Ressources humaines et la financière des avocats et avocates. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions à la suite de la présentation de notre présentateur. Vous pouvez poser vos questions dans la section questions-réponses située en bas de votre écran. Donc, alors, sans tarder, permettez-moi de vous présenter avec plaisir le professeur Lany qui sera avec nous aujourd'hui. Professeur Lany a une carrière de plus de 30 ans comme gestionnaire et consultant en développement organisationnel. Il s'est joint au HEC Montréal en 2003. Il enseigne les habiletés politiques, la gestion du changement, le leadership organisationnel et la prise de décision. Débutant un doctorat en administration, ses recherches actuelles portent sur le comportement stratégique des individus soumis à des changements au sein des grandes organisations. Aussi, au HEC, il est coordonnateur pédagogique du programme Leadership organisationnel et il effectue aussi la supervision. Il enseigne également à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il anime aussi régulièrement des séminaires à l'École des dirigeants du HEC. Il a publié plusieurs ouvrages, dont notamment le leadership organisationnel, les habiletés politiques, ainsi que la prise de décision. Il est aussi récipiendaire d'un prix d'excellence en pédagogie du HEC Montréal en 2008. Donc, très heureuse de vous avoir avec nous. Donc, soyez le bienvenu et je vous laisse à votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Lefebvre, pour votre accueil et votre introduction. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Très content d'être avec vous de façon virtuelle cet après-midi pour vous parler d'un sujet qui, en toute transparence, ne m'a pas toujours intéressé. Alors, restez en ligne, là, ne vous débranchez pas. Mais en toute transparence, je dois vous avouer que le sujet des habiletés politiques n'ont pas toujours été une passion pour moi. Et je vais vous raconter comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet. C'est que, comme Maître Lefebvre vous l'a souligné, j'ai été longtemps, moi, gestionnaire dans les entreprises, qu'elles soient privées, publiques. J'ai travaillé dans la fonction publique également. J'ai adoré mon travail. Mais en tant que gestionnaire, je n'avais pas toujours l'influence que j'aurais voulu avoir. L'influence, c'est lorsque nous sommes en mesure de faire faire aux autres ce que l'on souhaite. Et de l'influence, on en a besoin. Vous en avez besoin dans votre travail parce que votre travail, vous ne pouvez le réaliser que si vous avez la contribution des gens autour de vous. La complexité de vos tâches en tant que juriste, la complexité des dossiers que vous avez à traiter suppose que vous avez besoin de la contribution des gens autour de vous. Et cette contribution, bien, vous allez l'obtenir si vous réussissez à influencer les personnes autour de vous pour qu'elles contribuent à faire en sorte que vos projets puissent se réaliser, que vos dossiers puissent être des succès. Dans mes fonctions comme gestionnaire, je n'avais pas toujours cette influence dont j'aurais eu besoin. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé c'était au mois de mars 1994, donc il y a très longtemps. À l'époque, j'étais directeur des ressources humaines dans une petite entreprise dans le domaine de l'innovation technologique. Donc, on développait des logiciels. Et on avait dans l'entreprise où je travaillais, on était une trentaine à peu près à l'époque, on avait un département de recherche et développement. Alors, la personne responsable de ce département s'appelait à l'époque Patrick. Bien, il s'appelle encore Patrick, il n'a sûrement pas changé de nom. Donc, Patrick était le responsable de ce département, donc un gars extrêmement intelligent, extrêmement brillant, vraiment un ingénieur électrique très, très, très brillant, que j'estime énormément, que j'estimais beaucoup, beaucoup à l'époque également, pour qui j'avais énormément d'admiration pour ses talents en génie et tout ça. Alors, un jour, je me dirigeais vers mon bureau et je croise Patrick. Et Patrick m'a dit, Pierre, est-ce que je peux te voir 2 minutes? J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, est-ce qu'on peut aller à ton bureau? J'ai dit, bien sûr. Donc, on se dirige vers mon bureau. J'invite Patrick à s'asseoir. Il s'assoit. Et là, j'observe chez Patrick, dans son non-verbal, un malaise évident. Puis je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Le non-verbal peut être révélateur de nos états émotionnels et tout ça. Donc,
je sens que Patrick, il est mal à l'aise. C'est évident dans son non-verbal. Alors donc, je commence à m'inquiéter un petit peu parce que je me dis à moi-même, il va m'annoncer une mauvaise nouvelle, il va m'annoncer qu'il s'en va, il va m'annoncer que son équipe démissionne. Alors là, avant même que je m'assoie, Patrick me demande, il dit, est-ce qu'on peut fermer la porte de mon bureau? Alors, j'ai dit, oui, je me lève, je ferme la porte de mon bureau, et là, je me dis, bon, là, ça y est, là, il m'annonce une catastrophe. Alors, je m'assois, et là, Patrick me dit, Pierre, ce que j'ai à te dire est très difficile, mais il faut absolument que je te partage mes observations. J'ai dit, bien sûr, Patrick, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Pierre, écoute, je t'observe interagir depuis quelque temps avec les collègues, là, avec ton équipe. J'avais des conseillères RH qui travaillaient avec moi. Je t'observe dans tes interactions avec la direction. Puis Pierre, je pense qu'honnêtement, tu as un problème. Alors, je suis un petit peu estomaqué. Je ne pensais pas qu'il allait me dire que moi, j'avais un problème. Je pensais que lui, il allait me dire que j'avais un problème. Alors, je suis un petit peu étonné. Et là, je bafouille et j'ai dit, ah oui, Patrick, quel est mon problème? C'est quoi mon problème? Et Patrick me répond, mais Pierre, je ne te le dirai pas. J'ai dit, voyons donc, tu me rends compte pour me dire que j'ai un problème, tu ne me dis pas c'est quoi, je ne comprends pas. Là. Et là, Patrick me rassure, il dit, Pierre, écoute, rassure-toi, là, je ne te dirai pas quel est ton problème, je vais faire beaucoup mieux que ça. Je vais te donner ta solution. J'ai dit, tu vas me donner ma solution à un problème que je ne connais pas. Là, écoute, Patrick, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire au juste? Et là, Patrick se penche parce qu'il y avait un livre avec lui et il me présente ce livre. Alors, ce livre a une couverture bleu royal et jaune orange, mais ce n'est pas autant les couleurs de la page couverture du livre qui m'ont fait sursauter, mais c'est le titre du livre. Et le titre du livre, ça s'intitule Winning at Office Politics, gagner dans la politique de bureau. Donc, ma réaction à Patrick était de lui dire, écoute, Patrick, là, tu me dis que si je lis ce livre-là, je vais comprendre, qu'est-ce que je vais comprendre au juste? Puis il me dit, écoute, Pierre, tu vas comprendre qu'est-ce que j'essaie de te dire cet après-midi. Alors, j'ai dit à Patrick, j'ai dit non, écoute, Patrick, moi, de la politique, je ne fais pas de politique, mais là, on est quoi, une trentaine ici? Il n'y a pas de politique ici. Là, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ou tu me recommandes la lecture de cet ouvrage. Malgré mes protestations, Patrick a insisté pour que je le conserve, le livre. Il m'a dit, écoute, je te le laisse, tu le liras quand tu auras 2 instants. Malgré mes protestations, bien, Patrick a quitté mon bureau. J'avais toujours le livre en ma possession. Je l'ai laissé sur le coin de ma table pendant longtemps, puis je ne l'ai pas lu. Honnêtement, là, ça ne m'intéressait pas. La politique, je ne fais pas de politique. Voyons donc, là, moi, je suis un professionnel des ressources humaines. Là, je suis un membre d'un ordre professionnel. Là. Moi, là, je ne fais pas ça de la politique. 6 mois plus tard, je croise Patrick dans la petite cafétéria où on travaillait, puis Patrick me dit, Pierre, écoute, tu sais, le livre que je t'ai prêté il y a quelques mois, est-ce que tu l'as lu en fin de compte? Et j'ai dû lui avouer que non, je ne l'avais pas lu, que non, ça ne m'intéressait pas, qu'il devrait venir le récupérer, puis qu'en fin de compte, je le remerciais quand même, mais bon, non. Je ne vois pas, là, honnêtement, qu'est-ce que cet ouvrage aurait pu m'apporter de nouveau. Vraiment, là, non. Alors, Patrick me répond, il dit, bien, Pierre, je t'en fais cadeau, garde-le. Donc, il était très insistant. Bien, le livre est resté sur le coin de ma table pendant longtemps et je ne l'ai pas lu. Mais un jour, j'ai ouvert le livre pour voir ce qu'il y avait à la table des matières. Et là, j'ai reconnu dans la table des matières des situations que moi-même j'avais déjà rencontrées. Pourquoi avez-vous des difficultés quelquefois à faire accepter vos idées? Pourquoi les recommandations que vous proposez ne sont pas toujours mises en œuvre comme vous le souhaiteriez? Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à mobiliser vos équipes autour de vos décisions, autour des changements que vous souhaitez réaliser? Comment se fait-il que vous ne réussissiez pas à faire avancer vos projets comme vous le souhaiteriez? Alors, évidemment, vous avez compris que là, j'ai ouvert le livre, j'ai regardé en diagonale ce que le livre contenait et c'est à ce moment précis, mesdames et messieurs, que j'ai vu la lumière. J'ai allumé, comme on dit. J'ai vu la lumière et là, j'ai compris que dans mon travail de gestionnaire, pour être encore meilleur dans mes fonctions, bien, il y a des habiletés politiques que j'aurais dû apprendre à utiliser. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'en faire un doctorat dans le cadre duquel j'ai examiné quelles étaient ces habiletés politiques que moi, je ne possédais pas et dont le bénéfice était de pouvoir me procurer l'influence dont j'avais besoin pour convaincre mes collègues d'appuyer mes idées, de mettre en place mes recommandations et de réaliser les changements comme je l'aurais souhaité dans mon milieu de travail. Alors,
Dans ce webinaire auquel j'ai le plaisir de vous accueillir, et je remercie le barreau de Montréal de m'avoir invité à être des vôtres, je vais vous partager en 60 minutes, là, 70 minutes, 80 minutes, là, ce qu'on sait aujourd'hui de ces habiletés. Bon, je vais vous partager les connaissances actuelles du domaine, là, si on veut, parce que j'y participe. Je suis un passionné de ces habiletés-là. Et j'ai voulu ce webinaire utile et concret. Donc, je ne vais pas tomber dans la théorie. Si vous en souhaitez, écoutez, je serais heureux de vous en procurer. Donc, dans la période des questions à la fin, si vous souhaitez des références, je serais heureux de vous en procurer. Mais moi-même, ayant été un gestionnaire, je sais que quand je participe à ces activités, je veux en tirer des outils, des conseils, des trucs qui vont me servir, qui vont m'être utiles dans mon travail. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à cette activité. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous, sur lequel vous voyez un échiquier. Et pourquoi j'ai choisi l'échiquier? Bien, c'est tout simplement parce que le jeu d'échecs, c'est une métaphore, hein, vous avez compris. C'est une métaphore extrêmement porteuse parce que dans l'organisation, dans quelque organisation que ce soit, il y a des jeux, mais pas des jeux d'échecs, mais ce que nous appelons des jeux de pouvoir. Alors, les jeux de pouvoir, mesdames et messieurs, là, sont une réalité quotidienne. Un jeu de pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est une situation dans laquelle vous êtes impliqué, de façon directe ou non, et dans laquelle vous pouvez gagner du pouvoir. Mais c'est aussi une situation dans laquelle vous pouvez en perdre. Alors, lorsqu'on maîtrise les habiletés politiques, au nombre de 5, ces habiletés vont vous être extrêmement utiles pour vous permettre de gagner le pouvoir. Le pouvoir, c'est votre capacité de faire aux autres ce que vous voulez. Et cette capacité, ben, elle est mesurable sur une échelle qui va de 0 à 9. Donc, on veut se rapprocher le plus possible du 9. Parce que plus vous avez de pouvoir, plus vous avez de l'influence. Plus vous avez de l'influence, meilleures sont vos chances de réaliser les objectifs que vous vous êtes donnés ou qu'on vous a confiés. Parce que ces objectifs, comme je le soulignais il y a quelques instants, vous ne pourrez les réaliser que si vous avez la contribution volontaire et enthousiaste des gens autour de vous. Mais pour gagner du pouvoir et pour être gagnant dans ces jeux de pouvoir, ben, il faut maîtriser ces habiletés politiques que nous allons examiner. Et dans le domaine juridique, ces habiletés sont d'autant plus importantes parce que vous avez une foule d'intervenants avec lesquels vous êtes en interaction et que vous avez à influencer. Donc, le jeu d'échecs est un jeu dans lequel il y a des règles. Ben oui, il y a des règles dans les jeux de pouvoir. Ces règles sont des règles qui vont vous permettre de gagner. Quand vous jouez selon les règles, vous augmentez vos chances de gagner. Il y a des joueurs aussi dans les jeux de pouvoir. Il y en a qui sont très habiles, il y en a qui le sont beaucoup moins. Ceux qui sont très habiles, on les appelle des stratèges. Alors, j'aurai le plaisir cet après-midi de vous partager à peu près là, une quarantaine de ces comportements stratégiques. Donc, il y en a beaucoup. Et je suis convaincu que plusieurs de ces comportements sont des comportements que vous avez vous-même déjà utilisés ou déployés dans vos interactions. Je vais quand même vous en présenter une quarantaine et vous allez peut-être retrouver dans cette liste des comportements que vous n'avez peut-être jamais pensé utiliser, mais il serait peut-être avisé pour vous de les utiliser dans vos milieux professionnels pour accroître votre pouvoir et l'influence dont vous avez besoin. Vous avez aussi un échiquier, mesdames et messieurs. Vous avez un échiquier politique. Et cet échiquier, ben, vous devez bien le lire. Parce que vous avez un échiquier, mais vos collègues ont aussi un échiquier. Vos collaborateurs, vos associés, les partenaires avec lesquels vous transigez, si vous êtes responsable d'une équipe, ben, les gens dans votre équipe, ils ont aussi, eux, un échiquier sur lequel ils vont vous positionner. Et cet échiquier a 4 cases. Et ce que vous souhaitez, c'est que vos collègues, vos partenaires, les personnes qui relèvent de vous, si vous en avez, ben vous souhaitez qu'ils vous placent dans la case en haut à droite. Ça, c'est la meilleure position politique dans laquelle vous pourriez vous retrouver.
Si les gens vous placent dans cette case, mesdames et messieurs, c'est que vous avez été fort probablement très stratégique. Vous ne voulez pas que les gens vous placent dans la case en bas à gauche. Ça, c'est une case dans laquelle on ne veut pas se retrouver. On ne veut pas que nos collègues nous placent dans cette case. Nos collègues pourraient nous placer dans d'autres cases aussi. Ils pourraient nous placer dans la case en haut à droite ou dans la case en bas à gauche. Alors, cette case en bas à gauche est une case qu'on voudrait éviter à tout prix, dans laquelle on ne voudrait pas que les gens nous placent. Donc, le jeu d'échecs est une métaphore porteuse que je vais utiliser tout au long de ce webinaire pour illustrer mon propos et rendre les choses concrètes. Alors, regardons votre échiquier, mesdames et messieurs. Votre échiquier est un espace avec lequel vous allez jouer. Pour jouer et gagner, comme aux échecs, vous allez devoir déployer 5 habiletés essentielles. La première, c'est de connaître les enjeux. Les gens qui se trouvent sur votre échiquier sont des gens qui ont certains enjeux. Les gens qui vous placent sur leur échiquier à eux sont des gens qui vous reconnaissent certains enjeux. On espère que les gens reconnaissent nos enjeux tels qu'ils sont et nous souhaitons que les gens qui se trouvent sur notre échiquier, que leurs enjeux tels que nous les percevons sont effectivement les bons. Donc, identifiez les enjeux. Il existe 9 types d'enjeux. Les enjeux sont les raisons pour lesquelles les gens voudraient gagner du pouvoir. Il y a 9 raisons pour lesquelles on veut gagner du pouvoir, mesdames et messieurs, et ce sont les mêmes raisons pour lesquelles on ne veut pas en perdre. Une fois que vous connaissez les enjeux des gens autour de vous, c'est l'occasion de créer des alliances. Développer des alliances et développer des relations avec des gens qui vont vous aider à gagner du pouvoir. Un allié a 3 conditions à remplir pour qu'on puisse le qualifier d'allié. Ces 3 conditions très simples, mais si vous voulez tisser des alliances, il faut que vous-même remplissiez ces conditions. Vos alliés vont vous permettre d'accroître votre pouvoir, c'est-à-dire d'accroître votre capacité de faire aux autres ce que vous voulez. C'est ça la définition du pouvoir. Et si les gens font ce que vous voulez, vous pourrez conclure que vous les avez influencés. Mais avoir du pouvoir et avoir beaucoup de pouvoir, mesdames et messieurs, c'est un atout incroyable dans les organisations qu'il faut savoir utiliser stratégiquement. Être stratégique, c'est de savoir utiliser le pouvoir au bon moment, auprès des bonnes personnes, pour les bonnes raisons, devant le bon public. Parce que vous avez un public qui vous regarde jouer. Et ce public qui vous regarde jouer le jeu de pouvoir va porter un jugement quant à votre capacité de bien jouer ce jeu. Et si vous jouez bien ce jeu et que vous le jouez de façon stratégique, cela va se répercuter dans votre réputation. Et votre réputation, vous savez, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. C'est ça, votre réputation. Donc, être stratégique, c'est extrêmement important et nous allons examiner tout à l'heure 40 comportements stratégiques. Et ces comportements que vous allez déployer, puis bon, dans la réalité, il y en a plus que ça, là, mais j'en ai choisi 40 pour vous, en fonction du travail que vous faites, de la profession que vous exercez. Les gens du barreau m'ont beaucoup aidé là, à me faire une tête là, sur les enjeux que vous rencontrez et les défis que vous avez à relever. Eh bien, si vous utilisez ou vous déployez ces 40 comportements stratégiques, je vous confirme que vous serez très bien positionné sur l'échiquier de vos collègues. Et si vous êtes bien positionné sur cet échiquier qui comporte 4 cases, et non pas 64 comme le jeu d'échecs, il n'y a que 4 cases, eh bien cela va vous permettre ensuite de bien connaître les enjeux des gens. Ce sera encore plus facile pour vous de développer des alliances. Il sera très aisé pour vous d'accroître votre pouvoir et d'être stratégique. Donc, il y a comme un cercle virtueux qui va s'installer et qui sera tout à votre avantage, mesdames et messieurs. Alors, voici votre échiquier. Voici l'échiquier de vos collègues. Voici l'échiquier de vos partenaires. Voici l'échiquier des personnes avec lesquelles vous transigez.
Examinons les 4 cases. La première, c'est votre pouvoir. Comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir se mesure sur une échelle qui va de 0 à 9. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voulez idéalement être à minimum 4 sur 9. 4 sur 9, c'est intéressant. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on mesure le pouvoir? Bien, c'est ce qu'on va voir tantôt. Hein? Parce que le pouvoir, c'est une question de quantité. Quelle est la quantité de pouvoir que j'ai? Mais c'est une question de qualité aussi. La qualité de votre pouvoir est fonction de sa pertinence. Le pouvoir que j'ai présentement, est-ce qu'il est pertinent dans la situation dans laquelle je me retrouve? Et comme bien des choses dans la vie, mesdames et messieurs, la qualité est plus importante que la quantité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir sur l'échelle du pouvoir 2 sur 9, mais en termes réels, vous seriez pratiquement à 9 sur 9, parce que les 2 formes de pouvoir que vous avez, elles sont extrêmement pertinentes dans le contexte dans lequel vous êtes à ce moment-là. Donc, il faut à la fois examiner la quantité de pouvoir que l'on a, mais la qualité du pouvoir que vous avez aussi. Deuxièmement, vos relations. Est-ce que vous êtes des personnes qui savent tisser des relations d'alliance? Est-ce que vous créez des alliances? Créer des alliances, ça peut sembler un exercice difficile, mais c'est extrêmement facile. C'est un travail qui se fait quotidiennement. Vous devriez, à tous les jours, tenter de développer des alliances ou de maintenir celles qui sont existantes. Créer des alliances, c'est d'établir des relations avec des personnes, relations à travers lesquelles on va mutuellement se faire gagner du pouvoir. C'est la raison d'être d'une alliance. Et nous allons examiner dans quelques instants à quelles conditions un allié doit-il répondre pour qu'on puisse dire qu'il en est véritablement un. Mais il y a aussi des relations d'opposition quelquefois. Et ces relations d'opposition, vous n'êtes pas celle ou celui qui les a initiées. Ce sont des relations que les gens ont initiées et qu'ils entretiennent avec vous. Des gens qui sont réfractaires à vos tentatives d'influence parce que vous êtes en situation d'incompatibilité d'enjeux. Alors, quand les enjeux sont incompatibles, c'est évident qu'il va y avoir de l'opposition. Alors, vous pourriez vous retrouver sur votre échiquier, dans votre échiquier, avoir des gens qui sont en situation d'opposition par rapport à vous. Donc, voilà les 4 cases de votre échiquier, mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, ce sont également les mêmes cases de l'échiquier de vos collègues et de vos patronnes, de vos patrons. Alors, allons voir une cartographie politique. Alors, si vous faites une cartographie qui ressemble à ceci, vous dites, moi, dans mon milieu actuellement, dans le projet que j'ai à réaliser, j'ai un certain nombre d'alliés, mais j'ai aussi un certain nombre d'opposants. Alors, quand vous avez des alliés, vous les représentez par des petits bonhommes verts, hein, c'est la couleur qu'on leur donne. Alors, la relation d'alliance est une relation à travers laquelle vous êtes perméable à l'influence de votre allié et c'est réciproque. Les alliés, si ça c'est vous ici, ça c'est vous, les alliés, vos alliés, qui ont plus de pouvoir que vous, vous allez les placer dans la case numéro A. Parce que votre pouvoir, il est faible et vous avez des alliés forts. Donc, ces alliés, si vous êtes stratégique, vont vous aider à renforcer votre pouvoir. En d'autres mots, ces alliés que vous allez placer dans la case en haut à gauche, ce sont des alliés puissants, des alliés forts, eh bien, ce sont des alliés qui vont vous faire gagner du pouvoir. Donc, qui vont vous permettre de progresser vers le 9 sur l'échelle du pouvoir. Alors là, vous avez bien compris que si vos collègues vous placent dans cette case-là, si c'est vous ici, par exemple, sur l'échiquier d'un collègue, mais ça, c'est très bien. Ça veut dire que ce collègue-là, quand il pense à vous, il voit en vous un allié fort. Alors, ça, c'est génial. C'est ce que l'on souhaite sur le plan politique. Et pourquoi on souhaite cela sur le plan politique? C'est parce que la personne
qui vous place dans cette case en haut à gauche, elle va vous solliciter. Elle va demander votre contribution pour que vous puissiez l'aider à accroître son pouvoir. Et vous allez répondre avec plaisir. Parce qu'à chaque fois que vous acceptez de contribuer à faire gagner un allié, vous créez ce qu'on appelle une opportunité de réciprocité future. Ce collègue, un jour, peut-être que vous l'aurez mis dans cette case sur votre échiquier et c'est quelqu'un qui pourra aussi vous faire gagner du pouvoir parce que vous lui en avez déjà fait gagner. Les personnes que vous allez placer dans la case B, et vous allez voir tout à l'heure, ces cases, elles portent un nom, là, ce sont des alliés qui sont plus faibles que vous. Votre pouvoir, il est fort par rapport à ces individus. Donc, stratégiquement, donnez-leur du pouvoir. Rendez-leur pouvoir plus intense, plus fort. Et c'est stratégique. Parce que ces alliés, puisque vous avez des alliés et que vous êtes en situation de compatibilité d'enjeux, vous avez tout intérêt à rendre ces alliés plus forts. Vous allez les rendre plus influents et leur contribution aux enjeux de votre dossier, aux enjeux de votre cabinet, de votre direction, de votre équipe, bien, ces enjeux seront mieux réalisés parce que vous avez des gens qui ont de l'influence pour permettre la réalisation de ces enjeux. Les opposants. Les opposants qui sont plus forts que vous les placez dans la case numéro C. Un opposant va tenter de vous enlever du pouvoir. Il va tenter de vous rapprocher du zéro parce que vous êtes en situation d'incompatibilité d'enjeu et cette personne va vous enlever du pouvoir et de l'influence parce qu'elle ne souhaite pas que vous réalisiez vos enjeux puisque vos enjeux lui sont incompatibles. Alors, ces opposants, mesdames et messieurs, il faut évidemment les influencer. Dans quel but? Eh bien, dans le but d'en faire des alliés. Vous allez devoir faire un travail de conversion. Vous allez devoir convertir un opposant pour vous en faire un allié. Et nous allons voir tout à l'heure à peu près 10 comportements qui vont vous permettre de convertir un opposant pour vous en faire un allié. On va voir aussi 10 comportements que vous devriez adopter avec les alliés qui sont plus forts que vous. Comment je peux m'assurer que mon allié me permette de gagner du pouvoir? 10 comportements avec les alliés qui sont plus faibles que vous. Comment je peux m'assurer que si je lui donne du pouvoir, qu'il l'utilise à bon escient? Et enfin, vous avez des opposants qui sont plus forts que vous. Pardon, qui sont plus faibles que vous. Ceux que vous placez dans la case D, votre pouvoir, il est fort, donc eux sont plus faibles que vous. Alors, eux, vous allez me dire, ben, on va les ignorer, on va les laisser tranquilles. Ben non, il faut quand même les influencer parce que votre intention, ce sera aussi de vous en faire des alliés. Alors, mesdames et messieurs, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle un échiquier politique ou une cartographie. Il faut savoir qui se trouve sur votre échiquier. Dans les projets que vous réalisez, dans les dossiers que vous avez à mener, qui se trouve sur votre échiquier? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là qui ne devraient pas être là aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas là qui devraient y être? Et quand on regarde la proportion d'alliances et d'opposition, ben, est-ce que vous avez plus d'alliés que d'opposants? Il faut aussi examiner la proportion d'alliés que vous avez et la proportion d'opposants que vous avez dans une situation bien précise. Et le stratège, son intention est de créer des alliances, de maintenir ces alliances, celles qui sont déjà en place, et de créer des alliances avec les opposants. Et ça, ben, c'est ce qu'on appelle le comportement stratégique. Et nous allons examiner tout à l'heure les 40 comportements stratégiques qu'on doit adopter avec les personnes que vous aurez placées sur votre échiquier. Alors, voici, vous êtes là, et voici l'objectif, et voici votre cartographie. Donc, je vais tout simplement effacer mes petites annotations pour qu'on puisse bien voir ce qui est à l'écran. La raison pour laquelle je superpose ici vous et l'objectif, c'est que à chaque fois que vous avez un nouvel objectif à réaliser,
votre cartographie va changer. Elle est évolutive, elle est situationnelle, elle est contextuelle. Donc, vous pourriez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous n'avez que des alliés, une autre situation dans laquelle vous n'avez que des opposants, ou une situation hybride. Et évidemment, ben, vous avez compris, comme dans un jeu d'échecs, ces personnes pourraient migrer de cases. Et ce que vous voulez, c'est de faire migrer les gens de cases et vous voulez vous retrouver avec un grand nombre d'alliés sur lesquels vous avez beaucoup de pouvoir. Parce que plus vous avez du pouvoir sur un grand nombre d'alliés, plus vous avez de meilleures chances de réaliser l'objectif pour lequel vous influencez vos alliés. Alors, la question naturelle à se poser, c'est OK, je comprends, là, je comprends la dynamique, mais pourquoi j'ai des alliés au juste? Qu'est-ce qui amène les gens à être sur mon échiquier dans la position supérieure droite ou supérieure gauche? Et qu'est-ce qui amène certaines personnes à être sur mon échiquier dans les positions inférieure droite et inférieure gauche? Bien, ça s'appelle les enjeux. Donc, la première habileté politique qu'il faut maîtriser, c'est de lire les enjeux des gens. Qu'est-ce que la personne a à gagner, puis qu'est-ce qu'elle a à perdre? C'est ça un enjeu. Donc, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous pourriez vous retrouver avec des alliés ou des opposants, ou les deux, dont les enjeux personnels sont en cause. Un enjeu personnel, c'est un enjeu que vous avez et que d'autres n'ont peut-être pas. L'ambition, c'en est un. L'ambition, c'est le désir de progresser dans notre carrière. Alors, si vous réalisez un projet, puis vous avez un associé qui dit hey, « moi, là, ce dossier-là, je pense que je pourrais t'aider avec ça. Puis moi, j'aimerais ça contribuer à ce succès. » Puis que vous apprenez que cet associé-là, s'il contribue à ce succès, ça va lui permettre peut-être de monter là, dans sa carrière ou de gravir les échelons. Là. Bien, c'est sûr que son enjeu, c'est l'ambition. Donc, vous avez peut-être expliqué la présence d'un allié sur le fait qu'il a de l'ambition, puis il voit dans la situation dans laquelle vous êtes la possibilité de satisfaire son ambition. Inversement, vous faites un projet, on vous a donné un projet en particulier, et là, vous constatez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content de ça. Puis vous dites, voyons donc, comment ça qui n'est pas content? Moi, pourtant, c'est un beau projet, c'est un projet collectif dont tout le monde va bénéficier. Puis ce collègue-là, il a l'air fâché qu'on vous ait confié ce projet-là. Bien, peut-être que ce collègue-là vient de voir son ambition réduite à néant parce qu'il voulait avoir ce projet-là, puis c'est vous qui l'avez eu. Puis lui, il dit, mais là, moi, une belle opportunité de faire progresser ma carrière, elle vient de m'échapper. Bien là, vous pourriez vous trouver avec un opposant. Donc, l'ambition, c'est un enjeu. Ça devient un enjeu politique, mesdames et messieurs, c'est-à-dire un enjeu pour lequel les gens vont faire appel à leur pouvoir et à leur influence pour réaliser cet enjeu-là. Donc, il y a peut-être des gens qui pourraient vous influencer pour que vous laissiez le dossier à la personne qui n'est pas contente et tout ça. Donc, là, on est dans les jeux de pouvoir. Là. Les valeurs. Vos alliés vont partager vos valeurs. Vous serez en communauté de valeurs. Les valeurs par rapport à quoi? Bien, par rapport à la façon de faire les choses, puis par rapport à la nature du projet ou du dossier que vous avez réalisé. Il y a des juristes, hein, vous le savez, qui se sont spécialisés dans certains domaines du droit, par exemple, et puis, ils ont choisi le droit de la famille et parce que ça colle à leurs valeurs, à leurs émotions. Et si vous avez un projet qui est ou je ne sais pas, un dossier du droit de la famille, bien, peut-être que vous allez avoir un allié qui va se joindre à vous parce qu'il croit à cette situation-là, à ce type de dossier-là, si on veut, puis vous aurez peut-être un allié avec vous. Et inversement, quand les valeurs ne sont pas partagées, quand il y a conflit de valeurs, bien là, vous allez vous retrouver avec des opposants. Des conflits de valeurs autant dans les moyens que vous allez prendre pour réaliser votre objectif que pour l'objectif en tant que tel. Alors moi, je me suis déjà retrouvé avec des opposants dans mes projets. Je disais, voyons donc, parce que j'ai rien fait, mais les gens n'étaient pas d'accord avec les projets qu'on m'avait donnés, que je pilotais. J'avais donc de l'opposition que je n'avais pas générée, mais que des opposants qui s'étaient manifestés parce qu'ils me disaient, ton projet, là, moi, j'y crois pas, Pierre, des cours en ligne, ça ne marche pas, puis moi, je ne sais pas pourquoi tu embarques là-dedans, puis tout ça. Puis, bon, vous avez vu passer ça, la pandémie, mesdames et messieurs, la pandémie a fait que les universités ont pris le virage des cours en ligne, puis moi, j'y crois beaucoup, les cours en ligne. Je pense que c'est un mode de diffusion qui est tout à fait correct, qui peut très bien se prêter à l'acquisition de connaissances. Donc,
j'ai eu des collègues qui se sont opposés à moi. Je n'ai rien fait à ces collègues, mais la nature du projet a créé cette opposition. On était en conflit de valeurs. Troisième enjeu, le désir de se mesurer. La compétition, mesdames et messieurs. Peut-être que vous connaissez ça, vous autres, dans vos milieux respectifs, ça s'appelle des égos. Hein? Les égos. Les gens qui ont des gros égos, là, si vous voulez en voir, venez à l'université, il y en a pas mal au pied carré de ça. Là. Puis je ne fais pas l'exception, moi, là. Moi aussi, j'ai un égo, là, je vais vous dire honnêtement, là, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Bien, le désir de se mesurer, c'est que je veux être le meilleur. Je veux me démarquer. Ben moi, je me suis retrouvé avec des alliés qui étaient dans mes projets parce qu'eux voyaient là une occasion de montrer de quoi ils sont capables. Et Pierre, tu sais, ton projet de cours en ligne, là, si ça marche, là, ben moi, là, ça va bien me faire apparaître dans mon département, puis auprès de mes collègues, ils vont dire que je suis le meilleur. Ben, j'ai dit, viens-t'en dans mon projet, là, il n'y a pas de problème. Il y a aussi de l'opposition, là. Vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre, la personne, elle ne le prend pas, là. Ah, vous avez réussi le dossier la semaine passée, puis vous en avez un autre qui est en train d'être conclu, qui va être un beau succès, là. Ben, la personne, elle vous regarde, elle dit, moi, là, il est meilleur que moi, j'aime pas ça. C'est la nature humaine, mesdames et messieurs. Hein. Donc, on peut avoir de l'opposition par rapport à cet aspect. Il y a aussi des enjeux organisationnels, les ressources. Alors, on vous donne des ressources pour faire votre projet. Donc, la personne qui vous procure ces ressources-là, c'est une alliée pour vous, cette personne. Elle vous donne le temps, l'argent, les ressources humaines pour que vous puissiez réaliser votre projet. Bravo. Mais il y a des gens qui vont vouloir vous enlever des ressources. Ah ben, tu sais, là, ton budget, il est pas mal trop gros. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on coupe ça de moitié. Là. Moi, je ne comprends pas pourquoi on t'a donné ce projet-là là, ou ce budget-là. Là. Bon, là, vous allez avoir de l'opposition. Donc là, vous allez devoir transiger avec ces opposants. La différenciation horizontale. Qu'est-ce que c'est que la différenciation horizontale? Bien, c'est tout simplement l'influence latérale. J'ai besoin d'influencer mon collègue là, qui travaille dans l'autre département parce que si je n'ai pas sa contribution, mon objectif n'y arrivera pas. Mais ce collègue pourrait être très bien un allié pour vous. Là. Si vous êtes dans un département et vous avez réussi à l'influencer, bien là, bravo, vous aviez un enjeu de différenciation horizontale que vous avez résolu. Parce que peut-être que vous avez déjà vu ça, vous autres, dans des organisations, ça s'appelle des silos. Hein, les silos, mesdames et messieurs. Hein, la maladie des silos. Ce n'est pas une maladie, premièrement. Parce que s'il y a des silos dans les organisations, c'est qu'il y a des raisons pour ça. La première raison, c'est qu'un silo, là, c'est moi, je fais partie d'un silo ici à HEC Montréal. Moi, je suis rattaché au département de management. Donc, ça, c'est mon silo. Moi, là, dans mon silo, j'ai mon identité professionnelle. Mon identité professionnelle est en lien avec mon silo. Deuxièmement, il y a de la cohésion sociale avec les membres de notre silo. On développe des relations étroites. Troisièmement, il y a de la sécurité psychologique. Je sais qu'avec les membres de mon silo, là, je suis en sécurité, ils ne vont pas me juger, on est sur la même longueur d'onde, on partage sensiblement les mêmes enjeux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des silos dans les organisations. Ce n'est pas une maladie. Le défi, toutefois, comme un de mes chers collègues, là, Alain Gosselin, dit souvent, il faut créer des ponts avec les silos. Bien, il a raison, Alain. Alain, c'est un professeur émérite chez nous que j'estime énormément. Puis Alain nous disait souvent, bien, écoutez, là, il faut créer des ponts. Là. Puis il a raison. Mais pour créer des ponts, ça va demander de bonnes habiletés politiques, mesdames et messieurs. Et vous l'aurez deviné, la différenciation verticale, c'est quand je veux influencer les gens au-dessus de moi, mais les gens en dessous de moi aussi. Donc, mon enjeu, c'est d'avoir mes employés comme mes alliés. Je ne voudrais pas que mes employés soient mes opposants, là. Mais non, moi, je veux qu'ils soient mes alliés. Parce que s'ils sont des alliés, ils auront une contribution. À mon objectif, s'ils sont des opposants, ils refuseront de contribuer. Ils vont peut-être empêcher les autres de contribuer. Ils vont peut-être contribuer, mais minimalement. Et ça va mettre en péril mon objectif que je vise, pour lequel j'ai besoin de leur contribution. C'est aussi d'influencer les gens au-dessus de vous aussi. La différenciation verticale, c'est d'influencer la personne au-dessus de vous pour qu'elle soit votre allié. Vous ne voulez surtout pas en faire des opposants. Et enfin, les enjeux décisionnels. Les décisions que vous prenez et qui vont avoir un impact sur vos relations d'alliance et d'opposition. L'incertitude, c'est quand vous ne décidez pas. Vous êtes incertain. Par exemple, vous ne savez pas quels sont les moyens que vous allez prendre pour réaliser votre objectif.
vous vous questionnez, est-ce qu'on devrait faire des comités ou est-ce qu'on devrait peut-être ne pas en faire? Est-ce qu'on devrait s'y prendre de cette façon? Vous êtes dans l'incertitude. Bien là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez des gens qui vont tenter de vous influencer. Vos alliés vont tenter de vous influencer pour que la décision que vous preniez soit dans leur intérêt à eux, c'est-à-dire que vos décisions leur permettent de réaliser leurs enjeux. Puis vous avez peut-être des opposants qui vont tenter de vous influencer aussi pour que vous preniez une décision différente. Donc, l'incertitude, ça vous rend disponible, si on veut, ou vous devenez la cible des tentatives d'influence autour de vous. Quand vous avez pris une décision et que vous l'annoncez aux gens, ben, il se pourrait que certaines personnes perçoivent votre décision comme étant non structurée. Une décision non structurée, c'est une décision que vous prenez, mais vous ne l'expliquez pas. Les gens ne voient pas là, comment la décision a été prise, qui a été consulté, quelles sont les ressources qu'on a mobilisées, quelles sont les données qu'on a examinées. Les gens ne comprennent pas la structure de votre décision. Et puisqu'ils ne la comprennent pas, ils vont tenter de vous influencer pour que vous leur expliquiez la décision. Autrement dit, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir la structure. Puis quand la décision est structurée, quand les gens comprennent la décision, bien là, ils vont se positionner, soit en faveur de la décision ou soit en défaveur. Et là, vous allez vous retrouver avec des alliés qui sont d'accord avec votre décision et peut-être des opposants qui ne le sont pas. Alors voilà, mesdames et messieurs, les 9 types d'enjeux. Il n'y en a pas plus que ça. Ils vont se combiner, évidemment, ils vont quelquefois se chevaucher, mais les gens sur votre échiquier, là, sans exception, ce sont les enjeux qui les animent. Et si les gens ont la perception qu'ils peuvent réaliser leurs enjeux en étant sur votre échiquier, puis en faisant ce que vous leur demandez de faire, bien là, écoutez, parfait, vous allez réaliser votre objectif. Et l'inverse est aussi vrai. Si les gens ont la perception que leurs enjeux ne se réaliseront pas, bien, ils vont vous bloquer. Ils vont vous empêcher de vous rapprocher de votre objectif parce que leurs enjeux ne sont pas satisfaits. Donc, votre travail à vous comme stratège, c'est non seulement de savoir c'est quoi les enjeux des gens, mais de tenter de leur démontrer que vous pouvez les aider à réaliser leurs enjeux. Dernière chose, il y a des gens sur votre échiquier qui ne seront peut-être pas là automatiquement, mais vous devez aller chercher ces personnes et vous espérez de les avoir dans la case en haut à droite ou en haut à gauche. Votre supérieur immédiat. Votre boss, là, doit être sur votre échiquier en haut. Vos employés, si vous en avez. S'il y a des gens qui relèvent de vous, là, vous les voulez sur votre échiquier en haut, à gauche ou à droite, mais en haut comme allié. Est-ce que c'est toujours possible? La réponse est non, mais c'est une intention qu'on devrait garder en tête dans nos jeux de pouvoir. Bon, parlons un peu des alliés. Un allié, mesdames et messieurs, c'est un petit bonhomme vert, comme on l'a vu tantôt, qui a tout à gagner à jouer dans votre jeu. Il va faire partie d'une équipe gagnante, si je prends la métaphore d'une équipe sportive. Il y a 3 conditions. Pour que vous ayez une relation d'alliance, il faut que les enjeux soient compatibles. Compatibilité d'enjeux. Compatibilité, ça ne veut pas dire identique, là, ça veut dire que les enjeux ne se contredisent pas. Deuxièmement, ce que moi j'appelle contribution active. Il faut que votre allié ait une contribution active à vos enjeux. Il n'est pas passif, il est actif. Actif, ça veut dire je passe à l'action, je fais quelque chose pour que les enjeux se réalisent, les vôtres et les siens aussi. Donc, il a une contribution active. Quand vous influencez quelqu'un, vous voulez qu'il passe à l'action, vous voulez qu'il fasse quelque chose qui sera contributif à votre objectif. Troisième condition, et ça dépend de vous, réciprocité. Il faut que vous vous retrouviez sur l'échiquier de votre allié et que vous ayez une contribution active. Une relation d'alliance ne peut pas exister s'il n'y a pas de réciprocité. Alors moi, je suis sur l'échiquier d'un collègue présentement. Ce collègue me demande de faire quelque chose de bien précis, puis je le fais. J'ai une contribution active.
Donc, ce collègue-là, je suis son allié, là. Il me demande de faire quelque chose, nos enjeux sont compatibles, j'ai une contribution active, ça va bien. Mais je sais que je suis sur l'échiquier de cet allié et je sais qu'il va entrer en réciprocité. Je sais que je pourrais lui demander de la réciprocité parce que moi, j'aurais contribué à son enjeu, à son objectif. Il va faire la même chose avec moi. Quelques conseils concernant les relations d'alliance. Trop souvent, ce que je vois moi, dans mes recherches, c'est que quand on crée des alliances dans les organisations, on va chercher uniquement les gens qui auront une grosse contribution. Bon, c'est évidemment une bonne chose d'aller chercher des alliés dont la contribution est importante. Mais aller chercher des alliés qui auront une petite contribution. Parce que cette petite contribution qu'ils auront, peut-être qu'ils en auront une plus grande demain matin. Donc, il n'y a pas de petite contribution. Il n'y a que des contributions. Et si vous êtes un stratège, vos relations d'alliance, vous allez les tisser avec n'importe qui autour de vous, dont les enjeux sont compatibles aux vôtres, et des gens qui pourraient avoir une contribution active à ce que vous voulez réaliser. Un des grands gourous du management que j'aime beaucoup citer parce qu'il m'a beaucoup marqué dans ma carrière, il s'appelait Peter Drucker, qui est décédé aujourd'hui, qui a été un grand gourou du management. Puis dans les années 90, il faisait une entrevue à la télévision britannique. Puis durant l'entrevue, la journaliste lui pose la question, elle dit, Mr. Drucker, vous allez être d'accord avec moi pour dire que les gens les plus importants dans l'organisation, ce sont les dirigeants, c'est la haute direction. Hein? C'est eux qui donnent les grandes orientations, la vision et tout ça. Puis Drucker a répondu, mais madame, sachez que quelle que soit l'organisation dans laquelle vous évoluez, cette organisation va cesser de fonctionner à partir du moment où les toilettes sont bloquées. Puis il avait raison, mesdames et messieurs. Les gens qui débloquent les toilettes, là, c'est nos alliés aussi. Là. Il n'y a pas de petite contribution. Là. Puis moi, c'est une image que j'aime beaucoup utiliser, puis c'est véridique. Là. Drucker était un fervent défenseur de la pluralité et de l'inclusion dans les organisations, inclure les gens, même si les gens ont des petites contributions, parce qu'ils vont faire partie d'une équipe gagnante. Puis quand on va gagner, on va partager le succès avec ces personnes, mesdames et messieurs. Puis dans 2 mois, là, cette personne-là, peut-être que sa contribution pourrait être 4 fois plus importante que celle qu'elle a eue. Et puisque vous l'avez déjà fait gagner, là, elle va s'en souvenir, puis elle sera là pour contribuer davantage. Donc, l'alliance est une relation extrêmement importante. Le petit bonhomme jaune. Le petit bonhomme jaune, lui, il est totalement indifférent à vos enjeux. Votre objectif, c'est d'en faire un allié. Vous devez l'intéresser. Comment fait-on ça? Premièrement, vous vous intéressez à ces enjeux. Les enjeux de votre indifférence, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quels sont ces enjeux? Et tentez de voir si vous ne pourriez pas avoir une contribution active à ces enjeux. Puis ensuite, espérez la réciprocité. Espérez que la personne, lorsqu'elle aura fait le constat que vous avez contribué à son enjeu ou à ses enjeux, qu'elle entrera en réciprocité avec vous. Donc, vous voulez l'intéresser, mais pour l'intéresser, il faut que vous vous intéressiez à la personne en premier. L'opposant. Mais l'opposant, il n'y a pas d'enjeu compatible, il n'y a pas de contribution active, ou s'il contribue, c'est minimalement, puis il le fait en rechignant, puis ça, c'est dommage, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Et évidemment, il n'y a pas de réciprocité. Et comme je vous disais tantôt, notre objectif stratégique, c'est de faire de notre opposant un allié. On va voir tantôt quelques comportements stratégiques pour y arriver. Pourquoi il faut faire des alliances? C'est parce que les alliés vont vous rendre plus forts, mesdames et messieurs. Parce que vos alliés ont peut-être des sources d'influence que vous n'avez pas, ou ce qu'on appelle des formes de pouvoir. Il en existe 9 quand même, hein, l'échelle du pouvoir va de 0 à 9. Donc, les formes de pouvoir, ben, il y en a 9 formes, il y en a 3 qui sont structurelles. Structurel, ça dépend de la position que vous occupez dans l'organigramme. Donc, si vous êtes le grand patron ou la grande patronne, bien, vous avez le pouvoir d'autorité. Et le pouvoir d'autorité, c'est de dire aux gens qui vous sont subordonnés, si on veut, là, qui relèvent de vous, bien, vous leur dites 3 choses. Bien, 2 choses. Voici les enjeux collectifs auxquels vous allez contribuer.
Parce que c'est ça que fait un bon patron. Un bon patron et une bonne patronne, là, il est capable de dire à son équipe, mais voici les grands enjeux collectifs auxquels on doit contribuer. Donc, les enjeux collectifs, c'est les enjeux de l'organisation, des enjeux qui peuvent être liés au développement de marché, des enjeux de concurrence, des enjeux de recrutement, bon, des enjeux collectifs. Puis non seulement est capable de dire quels sont ces enjeux-là, puis d'informer les gens qui lui sont subalternes de ce que sont ces enjeux, mais il est capable, le patron, de dire exactement quelle est la contribution attendue. Voici ce que je m'attends de vous. Bon, cette contribution peut être formelle, ça peut être dans un contrat, dans une description de tâche, comme ça peut ne pas l'être. Mais le patron doit être capable de dire à son équipe, mais voici les grands enjeux sur lesquels on va travailler, puis voici la contribution que je m'attends de vous. Ça, c'est le pouvoir d'autorité. Le pouvoir de récompense, mais si les gens qui sont en dessous de vous contribuent bien, bien, il faut les récompenser. Il faut souligner en démontrant de la reconnaissance les efforts qu'ils auront eus et leur contribution au succès du projet. Alors que la coercition, c'est de dire, écoute, là, toi, je t'ai demandé ta contribution, tu ne veux rien savoir, mais écoute, si tu ne contribues pas, il va y avoir des conséquences négatives. Donc, il y a des gens qui relèvent de vous dont la contribution n'est pas celle que vous souhaitez, ou elle est minimale, ou elle n'est pas du tout celle désirée. Donc, il faut être capable d'exercer de la coercition pour dire à la personne, mais écoute, si tu ne fais pas ce que je te dis, c'est ça les conséquences. Donc, je t'incite gentiment à faire ce que je te demande. Mais le pouvoir est aussi conjoncturel. Le pouvoir conjoncturel, ça n'a rien à voir avec la position que vous occupez dans l'organigramme. C'est le pouvoir que vous détenez selon la conjoncture, c'est-à-dire selon la situation. Et dans la situation, ben, il y a des formes de pouvoir ici, ou les sources d'influence, ces formes de pouvoir, il y en a 6 formes conjoncturelles qui sont plus pertinentes que d'autres. La pertinence. Donc, la pertinence, j'en parlais tantôt, hein, c'est la qualité de votre pouvoir. Est-ce que votre pouvoir est de qualité? C'est-à-dire, est-ce qu'il est pertinent dans la situation? Autrement dit, est-ce que ce pouvoir que vous avez vous permettra une contribution de qualité? Alors, vos compétences. Vous êtes juriste, vous avez étudié en droit, vous avez un diplôme, vous avez fait le barreau, vous êtes très fier des études que vous avez faites. Bien, vos études et les diplômes que vous avez obtenus confirment vos compétences. Bon. Bien, est-ce que les compétences que vous avez vous permettent de contribuer à la situation actuellement et aux enjeux qui s'y trouvent? Si vous répondez oui, bien, vous avez du pouvoir. Si vous répondez non, bien, vous n'avez pas le pouvoir basé sur les compétences. Donc, les compétences, ça nous donne du pouvoir et de l'influence. Parce que les gens vont faire ce que vous leur dites parce qu'ils vous reconnaissent ces compétences. Puis ils savent très bien que s'ils font ce que vous leur dites, eux pourront réaliser leurs enjeux. Donc, si vous avez des alliés sur votre échiquier et qui perçoivent que vous êtes compétente et compétent, bien, ils vont faire ce que vous leur dites parce qu'ils disent, bien là, tu m'as dit de faire ça, c'est toi qui connais ça, moi je ne connais pas ça, je vais faire ce que tu me dis, puis si je fais ce que tu me dis, bien, on va avoir de bien meilleures chances d'atteindre nos objectifs. L'expertise, c'est l'expérience. Vous êtes dans le domaine juridique depuis 25 ans, vous roulez votre boss depuis 15 ans, vous avez acquis une expertise. L'expertise, c'est ce que j'apprends de l'expérience. Vous allez me dire, ça ressemble aux compétences, sauf que l'expertise, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend dans l'action. Il y a beaucoup de situations quotidiennes qu'on doit traiter, qu'on n'a jamais étudiées quand on était à l'école de droit ou à la faculté de droit ou où que vous soyez. Mais bon, on a appris là, dans l'action qu'est-ce que l'on devait faire avec ces situations. Ça, c'est l'expertise. L'expertise, c'est une forme d'influence considérable si cette expertise, elle est pertinente aux situations auxquelles vous faites face. L'information. Est-ce que vous êtes bien informé des enjeux dans la situation actuelle? C'est ça l'expertise, hein, l'information. C'est qu'est-ce que vous connaissez de la situation actuelle? Les enjeux dans la situation. Donc, les enjeux des individus que vous aurez à influencer, mais des enjeux collectifs pour lesquels vous avez besoin de la contribution de ces individus. Et vous voulez que leur contribution soit possible dans la mesure où il y a des enjeux compatibles pour lesquels vous les solliciter. Votre personnalité. Oui, mesdames et messieurs, votre personnalité est une source d'influence. Les gens vont faire ce que vous leur dites parce qu'ils vous trouvent sympathique. Ils vont accepter de faire ce que vous leur demandez parce qu'ils veulent vous faire plaisir. C'est une source d'influence non considérable, c'est-à-dire assez considérable, pardon. Hein, il faut être capable de bien mesurer l'impact qu'on a sur les autres.
Parce qu'il y a des gens qui nous apprécient beaucoup pour qui on est et qui sont disposés à faire ce qu'on leur demande sur la base de la personnalité qu'on met de l'avant, des qualités humaines que vous mettez de l'avant. Vos contacts, le réseautage, les fameux réseaux. Vous connaissez des gens dans votre réseau qui pourraient contribuer aux situations auxquelles vous faites face. Vous appelez quelqu'un d'un autre cabinet, d'un autre bureau, et vous interpellez la personne et vous savez qu'elle va vous donner des bons conseils. Ce sera ça, sa contribution. Donc, d'avoir de bons réseaux de contacts vous permet d'accroître votre contribution et d'aider les autres aussi à accroître la leur. Le groupe. Les gens veulent faire équipe avec vous. Les gens acceptent de se concerter autour de vos projets, autour de vos initiatives, et leur contribution va permettre d'augmenter la vôtre. Donc ça, c'est le pouvoir de rassembler les gens, de les réunir autour de nos objectifs, un objectif qui se voudra commun. Voilà donc, mesdames et messieurs, les 9 formes de pouvoir ou les 9 sources d'influence. Autorité, récompense, coercition, compétence, expertise, information, votre personnalité, les contacts et le pouvoir de groupe. Ce pouvoir-là, comme vous allez le constater tout à l'heure, ces formes de pouvoir vont se décliner dans des comportements stratégiques. Je vais me servir de ces sources d'influence pour faire faire quelque chose à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le comportement stratégique. Pourquoi on dit qu'il est stratégique? C'est que le comportement que vous adoptez est celui qui est le mieux adapté à la situation. Je ne m'adresse pas à mon allié comme je m'adresse à un opposant. Je ne m'adresse pas à un allié qui est puissant de la même façon que je m'adresserai à un allié qui l'est beaucoup moins que moi. Donc, vos comportements doivent être modulés en fonction des personnes que vous avez devant vous. C'est comme ça que vous allez être un vrai stratège. Donc, les 3 premières habiletés politiques, c'est-à-dire identifier les enjeux, développer des alliances et accroître son pouvoir, c'est ce qu'on vient de voir là, à l'instant. Donc, avoir du pouvoir, c'est d'avoir un potentiel d'influence substantielle. Et les stratèges sont des individus qui sont éminemment habiles à utiliser les tactiques politiques qu'on va voir tantôt. Je vais vous en présenter 40, il y en a plus que ça dans la vraie vie, là, mais j'en ai choisi 40 pour vous parce que je pense que dans la profession juridique, à mon humble avis, avec les conversations que j'ai pu avoir avec des juristes et des amis à moi qui sont dans le domaine juridique, je leur ai parlé de ça, puis ils m'ont dit, ah ben ça, Pierre, tu sais, moi, ça, là, ça pourrait m'être utile, ça m'aurait été utile si j'avais su ça et tout ça. Donc, j'ai testé le produit, mesdames et messieurs, avant de m'adresser à vous cet après-midi, évidemment. Donc, les stratèges sont très bons à utiliser ces tactiques politiques. Mais ils ont une caractéristique extrêmement importante. Ils ont un sens affirmé de l'éthique. Le jeu politique, ça peut être un jeu de manipulation, comme ça peut être un jeu d'influence. La manipulation, c'est un agenda caché. Je te fais faire quelque chose, mais je ne te dis pas véritablement c'est quoi les vrais enjeux, parce que si tu le savais, tu ne le ferais pas. Ça, c'est de la manipulation. On n'est pas dans la stratégie du tout, du tout, du tout. Là, on est dans le machiavélisme. Être un stratège, ce n'est pas la même chose qu'être un individu au comportement machiavélique. Là, ça n'a rien à voir. Le machiavélique, là, le Machiavel, là, il manipule. Puis si vous vous êtes déjà fait manipuler, puis que vous vous en êtes rendu compte, bien, la personne qui vous a manipulé, là, elle aura perdu toute la confiance que vous mettiez en elle et la crédibilité que vous lui portiez. Le stratège, il n'ira jamais là. Il va influencer en toute ouverture, en toute transparence. Il n'y a pas d'agenda caché. Pourquoi? C'est parce que le stratège cherche à faire bénéficier son équipe et son entreprise des retombées de ses comportements politiques. Autrement dit, là, le stratège, là, quand il joue le jeu, là, c'est un jeu qu'il va tout le temps tenter d'être gagnant, gagnant, gagnant. Win, win, win. C'est quoi le jeu gagnant, gagnant, gagnant? Bien, mon équipe gagne. Les gens qui travaillent avec moi ont gagné. Mon organisation gagne. Et je suis gagnant là-dedans. Ça, c'est le jeu politique stratégique.
Et moi, c'est ce qui m'a réconcilié, mesdames et messieurs, avec les jeux de pouvoir. Parce qu'avant de m'intéresser au phénomène, avant d'en faire un doctorat et de me lancer là-dedans, j'avais une conception extrêmement négative de tout ça. Pour moi, c'était de la magouille, du niaisage, une perte de temps. On ne devait pas toucher à ça. Je me suis trompé. Je ne me suis pas trompé parce qu'il y a des gens qui jouent comme ça. Les machiavéliques, il y en a, là. On n'est pas naïfs. On n'est pas naïfs. Mais les stratèges sont celles et ceux qui m'ont réconcilié avec les jeux politiques. Alors, allons examiner, mesdames et messieurs, que font les stratèges. Alors, on va examiner maintenant jusqu'à 17h50, parce que moi, je serais bien resté jusqu'à 10h ce soir, mais je sais que vous avez d'autres choses à faire, puis moi, je m'en vais enseigner tantôt. Donc, jusqu'à 17h50, on va prendre les questions à partir de 17h50 à peu près, puis n'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous en avez, je serai heureux d'y répondre. C'est quoi les comportements stratégiques? Donc, si vous n'avez pas beaucoup de pouvoir, mais que vous avez des alliés, voici les comportements stratégiques à adopter avec ces gens-là. Là, vous allez leur demander du pouvoir. C'est ça la consolidation. La consolidation, là, où consolider son pouvoir, c'est de demander du pouvoir. Puis on veut que les gens nous en donnent, les gens étant nos alliés. Donc, évidemment, la tactique la plus évidente est celle qui est super utilisée. On est toujours bien préparé. Quand je vais avoir mon allié, là, je suis capable de lui démontrer là, c'est quoi mon dossier pour lequel je sollicite sa contribution. Je lui explique, je démontre, je prouve et j'argumente rationnellement. Parce que là, ce que vous voulez, c'est que votre allié vous donne du pouvoir. Ça va être ça, sa contribution. Faites preuve d'objectivité, montrez un bon jugement. Faire preuve d'objectivité, ça veut dire, écoute, moi, là, j'y arriverai pas tout seul. Objectivement, je ne suis pas capable, mais toi, tu pourrais m'aider avec ça. C'est ça, l'objectivité. C'est d'asseoir votre relation sur des données objectives. Vous voulez conserver la confiance de votre allié, puis démontrer un bon jugement, là. Montrer un bon jugement dans ce que vous allez demander à votre allié. Ne lui demandez pas l'impossible. Les actions que vous comptez prendre, là, comment allez-vous les justifier aux yeux de votre allié? Mettez de l'avant vos principes personnels, vos valeurs, ce qui vous inspire, mais vos principes professionnels aussi. Parce qu'il se pourrait très bien que votre allié partage certains de ces principes. Allez chercher des avis d'experts reconnus pour justifier votre requête, la requête que vous faites à votre allié. Des experts que vous avez consultés et qui vous disent, bien là, il faudrait vraiment que vous alliez chercher telle et telle personne avec telle expertise ou telle connaissance. Donc, de s'appuyer sur des avis d'experts, ça va vous permettre d'obtenir la contribution de vos alliés. Et si vous l'obtenez, bien, vous allez pouvoir consolider votre pouvoir. Vous allez gagner du pouvoir parce que vous avez avec vous, de votre bord, des alliés qui vous rendent plus fort. Présentez-lui de l'information pertinente à votre allié. Expliquez le rationnel derrière la requête que vous lui faites. Votre allié a besoin de savoir quelle est la contribution à laquelle vous vous attendez. Donc, donnez-lui de l'information pertinente. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour être capable de contribuer correctement? Bon, faites vos requêtes en toute humilité et poliment. Vous allez me dire, ben oui, mais ça, c'est naturel. Ben, pas pour tout le monde, mesdames et messieurs. Hein? En d'autres mots, ne prenez jamais vos alliés pour acquis. Agir avec humilité, c'est d'être ouvert à la critique et d'accepter que notre allié nous dise, écoute, c'est ton projet pour lequel tu me demandes ma contribution, ça va nulle part, ce patente-là, ça ne marchera pas. Bon, OK, mais peux-tu m'en dire plus? Puis je suis ouvert à la critique. Donc, faire preuve d'humilité, là, c'est d'accepter que votre allié qui est plus fort que vous, qui a une plus grande expertise que vous, qui a plus d'expérience que vous, ben, puisse vous faire une critique qui pourrait vous aider à vous rapprocher de votre objectif. Ayez des références influentes. Des références influentes, c'est de dire, écoute, là, j'ai besoin de ta contribution, Paul, appelons-le Paul, par exemple, j'ai besoin de ta contribution, Paul, mais écoute, en passant, j'ai parlé à Jean-Guy, puis Jean-Guy embarque dans le projet. Mais si Jean-Guy a un certain prestige chez vous, ou si Jean-Guy, là, il y a une certaine influence, c'est sûr que Paul sera sans doute plus enclin de dire, OK, j'embarque moi aussi. Mais là, il ne faut pas tomber dans le name dropping non plus, il faut faire attention à ça. Bon, identifier des gens influents. Ce qui se passe quand on consolide notre pouvoir, c'est qu'on a tendance à aller voir des gens qui n'ont pas d'influence. Ben, les autres ne pourront pas vous aider à consolider votre pouvoir, ils n'en ont pas plus que vous. Allez voir des gens qui en ont déjà de l'influence. S'ils ont de l'influence, ça veut dire qu'ils ont du pouvoir. Puis ils savent l'utiliser. Consultez-les, demandez-leur leur avis, côtoyez-les, allez les voir régulièrement. Allez chercher l'appui de la direction. Si vous dites à vos collègues là, que la haute direction vous appuie, là, ben là, vous pourriez avoir plus facilement la contribution de vos collègues qui mettent en évidence les retombées positives de ce que vous demandez.
Bien sûr, parce que cette contribution, il faut qu'elle fasse du sens pour vos alliés. Il faut que vos alliés comprennent que leur contribution, ça va donner quoi au juste, là? Pourquoi ne pas avoir des alliés influents, compétents, en qui vous avez confiance et pourquoi ne pas les préparer, eux, à intervenir en votre faveur? Peut-être que c'est ça la contribution de votre allié. Votre allié pourrait aller chercher d'autres alliances pour vous, peut-être même il pourrait contribuer à aller chercher vos opposants. Voilà donc, mesdames et messieurs, 10 comportements stratégiques qu'on devrait adopter avec les gens qui sont dans la case en haut à gauche. Des personnes qui sont vos alliés, mais face à qui vous avez moins de pouvoir dans l'évaluation que vous faites de la situation dans laquelle vous êtes présentement. Parmi les 9 formes de pouvoir, vous constatez qu'il y en a un qui en a 6, puis vous en avez 2. L'autre en a 4, puis vous en avez 3. Donc, allez chercher la contribution de ces alliés. Maintenant, que fait-on avec les alliés qui sont dans la case en haut à droite? Étendez votre pouvoir. Étendre son pouvoir, c'est de rendre les autres plus influents. Votre pouvoir se répercute à travers les autres. C'est ce qu'on appelle étendre son pouvoir. Partagez généreusement vos compétences et votre expertise avec vos alliés. Soyez proactifs et proactives. Et si vous avez des alliés qui pourraient bénéficier de vos compétences ou de votre expertise, s'il vous plaît, allez les leur partager. Tenez-les informés. S'ils ont une information dont vous avez une information dont ils pourraient bénéficier, partagez-leur cette information. Soyez accessible. Quand vos alliés vont vous voir, là, soyez accessible. Apprenez à les connaître. Apprenez à connaître leurs enjeux, puis apprenez-vous à faire connaître vos enjeux aussi. Parce qu'on est dans une relation d'alliance ici, là. L'ouverture, les rapprochements, on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, c'est toujours positif, mesdames et messieurs. Consultez vos alliés. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? Y a-t-il quelque chose, là, il me semble que tu es aux prises avec un gros projet ici, là. Je pense que je pourrais t'aider. Partagez vos responsabilités avec vos alliés. Si vos alliés sont vos employés, s'ils relèvent de vous, là. Faites-les participer aux décisions, donnez-leur du pouvoir. Parce que ces gens-là à qui vous donnez du pouvoir, eux autres, demain matin, c'est eux autres qui vont vous en donner. Clarifiez vos attentes. Hein? Dites à vos alliés quelles attentes vous avez à leur égard quant au pouvoir que vous allez leur donner. Parce que là, vous leur donnez du pouvoir. Vous n'en demandez pas, là, vous en donnez. Bien là, il faut dire à vos alliés, écoute, là, si je t'inclus dans mon réseau de contacts, là, ben voici ce que je m'attends de toi. Là. Interpelle pas les gens dans mon réseau à chaque jour. Là. Puis on peut être clair, parce que là, on donne du pouvoir. On veut que la personne l'utilise judicieusement. Là. Puis mettez des conditions raisonnables aussi. Montrez-vous d'une grande affabilité. Hein? On ne fait pas les choses à moitié. On est là, on est disponible, on est agréable, quel que soit votre statut, votre pouvoir élevé. Être proche des gens, même si vous avez un statut là, très, très prestigieux ou que vous avez beaucoup de pouvoir, montrez-vous d'une grande affabilité. En vos alliés, c'est ce qu'ils vont apprécier. C'est votre accessibilité, votre proximité avec elles et avec eux. Partagez des bénéfices et des ressources avec vos alliés. Peut-être que c'est une façon de les rendre plus influents. Collaborez spontanément quand on vous le demande. Mettez la main à la pâte. Vous allez aider les gens à être plus influents. Vous allez être là, vous allez contribuer, puis votre contribution va permettre à votre allié de réaliser ses objectifs, donc d'être en mesure de gagner du pouvoir. Dans certaines circonstances, on peut agir sur les règles. On peut créer des règles qui nous soient favorables. Mais si ces règles vous sont favorables, c'est qu'elles le sont aussi pour vos alliés. Et si vos enjeux sont compatibles avec ceux de l'organisation, mais ces règles que vous allez mettre en place vont servir le bien commun. Ça va être win-win-win. Il y a des règles qui sont désuètes, il y a des règles qui nous empêchent d'avancer. Puis on a vu avec la pandémie, on a mis en place des règles, hein, le télétravail et tout ça, c'était des règles. On en a négocié l'application, puis on a dit, bien là, si on veut continuer de rendre nos services juridiques, bien, il faut qu'on s'organise, on va télétravailler, puis on va s'assurer que ce soit bénéfique pour tout le monde, pour nos clients et pour tout le monde. Reconnaissez toujours publiquement la contribution de vos alliés. Lorsqu'ils ont une contribution, soyez généreuses et généreux quant à la reconnaissance que vous allez leur exprimer publiquement. Et traitez vos alliés en toute équité. Vous allez me dire, oui, mais là, lui, là, je m'entends mieux avec lui, puis elle est tellement plus fine que lui, là. C'est vrai. Sauf que politiquement parlant, vos alliés, leur contribution, ça va au-delà des simples considérations, là, je la trouve sympathique ou pas.
on les traite de façon équitable. Alors, si je contribue au projet de Jean-Guy, je vais aussi contribuer au projet de Julie. Je veux être équitable parce que ces gens-là, demain, seront des gens à qui je vais demander du pouvoir. Et là, vous augmentez vos chances d'atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'on fait avec nos opposants? Bien là, il faut protéger notre pouvoir. Parce qu'ils sont plus forts que nous, eux autres. Là. Notre pouvoir est faible, souvenez-vous-en. Là. Le défi, c'est de convertir un opposant en allié. Là, il faut du courage politique. Vous allez voir la personne et vous argumentez logiquement pour lui démontrer la pertinence ou la faisabilité de l'objectif qui suscite son opposition. Tentez de faire un lien entre ce qui est important à l'opposant, ses valeurs et ses besoins, parce que ça, c'est un lien qu'eux n'ont peut-être pas fait. Demandez-lui son opinion. Quoi c'est que tu feras à ma place, toi? Puis là, ben, écoutez ce qu'il va vous dire, parce que ça se pourrait que votre opposant ait des bonnes idées. Il aura peut-être des idées auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et ces idées, ben, peut-être ce seraient des idées que vous pourriez réutiliser, vous, dans votre projet. Et là, vous allez créer une alliance. Écoutez les expressions d'opposition. La meilleure façon de savoir pour quelles raisons les gens s'opposent, c'est de les écouter. Écoutez. Pourquoi tu t'opposes? Puis là, la personne va vous l'expliquer. Vous arriverez à mieux saisir ses enjeux et exprimer de l'empathie aussi, parce qu'il se pourrait très bien que son opposition soit tout à fait légitime. Pourquoi l'objectif affecterait positivement la personne? Il y a peut-être un bénéfice que l'opposant n'a pas vu et c'est à vous de le lui faire valoir, ce bénéfice. Réduisez dans la mesure du possible la part d'inconnus, diminuez les sources d'insécurité. Ça se pourrait très bien que votre opposant, là, il a l'impression que vous n'êtes pas l'homme ni la femme de la situation. Il perçoit que vous n'êtes peut-être pas capable de réaliser l'objectif. Il doute de votre capacité à vous rapprocher de l'objectif. Donc, il faut réduire, il faut le rassurer, là, diminuer les sources d'insécurité. Il faut le rassurer le plus possible pour lui démontrer que vous êtes l'homme et la femme de la situation, mais que vous avez besoin de lui et que sa contribution sera instrumentale au succès de votre projet. Inspirez-lui confiance. Il faut lui inspirer confiance, autant quant à l'image que vous allez projeter qu'à la qualité du projet ou de l'objectif que vous visez. Parce que peut-être que la confiance n'est pas au rendez-vous encore. Si vous avez vraiment des opposants très récalcitrants, là, tentez de les convaincre en privé. C'est beaucoup plus facile. Parce que quand vous le faites en groupe, il y a l'effet de groupe. L'effet de groupe, là, ça ne marche pas, ça marche jamais. Vous le faites en privé. Et si vous réussissez à travers, je ne sais pas moi, l'opinion que vous avez sollicitée, que vous avez expliqué en quoi l'objectif pourrait l'affecter positivement et que vous réussissez à le convaincre, valorisez publiquement sa contribution. En faisant cela, en favorisant publiquement sa contribution, vous lancez deux messages. Vous avez réussi à convaincre la personne, donc vous n'êtes pas mal hot, comme on dit. Puis en plus de ça, ben, la personne va contribuer. Donc, elle, la personne qui va contribuer ou qui a contribué, ben, il y a peut-être d'autres personnes là, qui attendaient son cue pour contribuer. Là. Donc là, la personne ici, il y a peut-être un effet d'entraînement ici que ça pourrait avoir auprès d'autres personnes qui seraient témoins de la situation. Dites à votre opposant que vous ne faites que votre travail. Écoute, je fais ma job là. Si je t'ai demandé ça, c'est parce qu'on m'a donné ce dossier-là. Ce n'est pas moi qui me l'ai donné, là, ça m'a été confié. Puis je ne fais que mon travail. Donc, en d'autres mots, ce que vous dites à votre opposant, tu m'empêches de faire ma job. C'est un peu ça ici. Dédramatiser. Votre opposant va avoir tendance à dramatiser. Ah, c'est grave, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne marchera jamais. Ça va coûter trop cher, ça va être trop compliqué. Dédramatiser, là, soyez factuel. Ramenez les propos de votre opposant à des faits. Soyez factuel pour tenter d'apaiser la situation et de calmer l'opposition. Ces comportements stratégiques ont comme objectif de convaincre quelqu'un qui n'est pas votre allié de le devenir. Vous avez démontré du courage, vous avez fait cette approche auprès de votre opposant pour en faire un allié. Si ça fonctionne, bien là, la personne va se retrouver ici, dans la case. Donc, si ça, c'est vous, eh bien, la personne ici, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez consolider votre pouvoir. Et ça, c'est excellent. Mais si ce n'est pas possible,
Si vous constatez que le travail de conversion n'est pas envisageable, bien là, il va falloir imposer votre pouvoir. Mais pour imposer mon pouvoir, il faut que je sois suffisamment fort pour le faire. Donc, il faut que mon pouvoir soit de bonne quantité et de bonne qualité, le Q plus Q, là, comme on dit. Là. J'ai du bon pouvoir, j'en ai beaucoup, mais il est aussi bon. Là. Parce qu'imposer son pouvoir, ça peut dégénérer en une lutte de pouvoir. Vous l'imposez à quelqu'un qui refuse, puis la personne va chercher du pouvoir pour ensuite contester le pouvoir que vous avez déployé. Là, on est dans la lutte de pouvoir ici. Là. Comment on impose notre pouvoir? Ben voilà, une tactique que vous connaissez sans doute très bien. On utilise des jugements d'experts ou des expériences défavorables ailleurs pour décourager nos opposants. Donc, on voit ça dans les films, à la télévision. Moi, je ne suis jamais allé en cours, mais dans les films là, où il y a des avocats, là, on fait venir des experts qui contredisent d'autres experts. Là. Ça fait toujours du bon cinéma. Là, puis ça arrive aussi dans nos cours de justice. Là. Mais dans les organisations aussi, ça arrive. Là. On fait appel à des experts ou des expériences défavorables. Quand vous dites à votre opposant, écoute, là, toi, tu veux faire ça de même, ça ne marchera pas. Là. Ils l'ont déjà fait ailleurs, puis ça n'a pas marché. Ouvrez le débat. Bon, là, on va se parler, là, qu'est-ce qui ne va pas là? On questionne, on pose des questions difficiles, on ose poser des questions difficiles pour mettre en lumière l'incompatibilité des enjeux. Créer des obligations. Là, vous avez du pouvoir pour obliger votre opposant à faire quelque chose, obtenir des promesses. Responsabilisez-le en public. Bon, le responsabiliser en public, ça ne veut pas dire devant 2000 personnes, mais ça veut dire qu'il faut avoir des témoins qui pourront confirmer que votre opposant s'est engagé. D'avoir des témoins, une ou deux personnes qui ont été, si on veut, témoins de l'échange, va contraindre votre opposant à faire ce à quoi il s'est engagé. Bon, ignorer l'opposition exprimée. Bon, ignorer, c'est que là, la personne s'est exprimée, son opposition a été exprimée, mais là, vous l'ignorez. Vous continuez, vous avancez, puis là, vous attendez jusqu'à ce qu'elle fasse ce qui est voulu ou demandé. Bon, cette tactique, vous allez me dire, mais mon Dieu, c'est terrible, ça. Bien, dans certaines circonstances, là, ignorer l'opposition, ça peut être une bonne tactique. Parce que là, vous avez peut-être tenté d'ouvrir le débat, ça n'a pas fonctionné. Vous avez tenté d'utiliser des jugements d'experts ou des expériences défavorables ailleurs, puis ça n'a pas fonctionné. Bien là, vous continuez, vous faites votre projet. Puis la personne, là, elle voit qu'elle n'est pas en pouvoir ici. C'est vous qui avez le pouvoir parce que vous poursuivez dans votre projet. Donc, on espère qu'elle va se rallier. Ordonner, imposer, exiger, mais sans agressivité. Ce n'est vraiment pas un règlement de compte ici. On veut rester dans des relations positives parce que la personne à qui vous imposez votre pouvoir, demain matin, elle sera votre allié, mesdames et messieurs. Signalez que ce sont les règles. Dites à la personne, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu conformes aux règles. Là. Les règles l'exigent. Tu n'as pas le choix. Insistez sur les conséquences des actions de la personne. Si tu ne le fais pas, là, ben voici les conséquences que ça pourrait avoir. Mettez devant un fait accompli. Ben là, écoute, on t'a demandé ton avis, tu as toujours dit non, ben nous, on continue. Là, ça fait que nous, on va de l'avant, là. Bon, recourir à des menaces réelles ou possibles. Des menaces réelles, là, c'est bien, écoute, si tu ne t'impliques pas comme on te l'a demandé, bien, ça se pourrait qu'on te retire le projet, par exemple. Ou les menaces réelles, c'est des menaces que vous pouvez documenter. Des menaces possibles, c'est dans l'éventualité que la situation se produisait. Donc, il faut quand même que ce soit des menaces qui soient fondées sur des probabilités quand même assez élevées que ça se produise. Et enfin, opposez-vous, protestez, faites-vous l'avocat du diable. Hein, l'avocat du diable, ben oui, c'est une tactique pour imposer son pouvoir quand vous êtes justifié de le faire. Alors voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça veut dire être un stratège? Hein? 5 habiletés politiques dans le domaine juridique. La première, c'est de bien lire les enjeux. Les gens sur mon échiquier, est-ce qu'il y a des gens qui ont des enjeux d'ambition, des enjeux qui sont liés à leur valeur ou à leur désir de se mesurer? Est-ce qu'il y a des enjeux de ressources? Est-ce qu'il y a des enjeux de différenciation verticale-horizontale? Est-ce qu'il y a des enjeux de décision, structurés ou non? Est-ce qu'il y a des enjeux d'incertitude? Quand vous connaissez les enjeux, vous comprenez pourquoi les gens sont sur votre échiquier, soit en haut, soit en bas. Deuxièmement, créer des alliances. Les alliés sont des gens avec qui les enjeux sont compatibles, des gens qui auront une contribution active et des gens avec qui vous serez en réciprocité. La troisième habileté politique, c'est d'être un stratège, donc de jouer le jeu politique gagnant, gagnant, gagnant.
en faisant appel à ces 40 tactiques que je vous ai présentées il y a quelques instants. La cinquième habileté politique, après avoir augmenté notre pouvoir auprès de nos alliés, puis d'avoir utilisé ce pouvoir stratégiquement, ben, c'est de comprendre que quand on a des gens sur notre échiquier, on va moduler nos comportements en fonction de la position dans laquelle on les place sur notre échiquier. Et ce que vous souhaitez, c'est que les gens, vos collègues et les gens autour de vous, vous placent dans la case supérieure gauche sur leur échiquier. Alors, mesdames et messieurs, il est 17h50, alors je serai tout à fait disposé à répondre aux questions. Profitez-en, je suis là pour vous. Alors, Maître Lefebvre, je vais vous laisser m'interpeller avec les questions. Excellent. Ben, merci beaucoup, professeur Lani. C'était très, comme toujours, inspirant et très clair. Donc, on a eu quelques questions. Je me permets. Donc, dans un premier temps, une des questions qu'on a eues, c'est comment savoir si une personne est un allié ou non? C'est quoi les indices qui peuvent me permettre de savoir où cette personne-là est sur mon échiquier? Une excellente question à laquelle je vais répondre avec grand plaisir. On ne connaît pas toujours les enjeux des gens. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Dans la vraie vie, là, on ne passe pas notre temps à demander aux gens hey, c'est quoi tes enjeux aujourd'hui? Comment ça se passe? Moi, ce que je fais avec les gens, quand je ne sais pas s'ils sont des alliés ou non, je vais partir du principe qu'ils le sont. Donc, présumez que les gens sont vos alliés. Deuxièmement, demandez-leur une contribution active. S'ils contribuent, ben là, ça, c'est la preuve que c'est un allié. S'ils ne contribuent pas, tentez de comprendre pourquoi. S'il n'y a pas de contribution, est-ce que c'est parce que la personne ne peut pas? Est-ce que c'est parce que la personne a des contraintes qui l'en empêchent? Ça se pourrait très bien que la personne ait des contraintes qui l'empêchent de contribuer. Ça peut être ça. Mais si elle a des contraintes qui l'empêchent de contribuer, ça n'en fait pas un opposant. C'est quand elle ne veut pas contribuer que ça en fait un opposant. Donc, dans ces circonstances, traitez la personne comme un opposant. Donc, en résumé, présumez que les gens sont des alliés jusqu'à preuve du contraire. Mais pour ça, il faut leur demander une contribution et c'est la contribution que vous recevrez ou non qui va vous confirmer s'ils sont des alliés ou non. Merci beaucoup. On a eu une autre question, c'est pourquoi doit-on agir avec de l'influence et être un acteur stratégique ou plus stratège, alors que nous avons tous les mêmes objectifs, notamment quand on travaille dans la même entreprise, dans la même équipe? Ce serait vraiment l'idéal si on avait une adhésion forte aux objectifs. On dit souvent les objectifs communs, puis vous avez raison, la question est bonne parce que on part de la prémisse que si on travaille ensemble, c'est qu'on veut tous contribuer à un objectif commun. La réponse est vraie aussi. Hein. Je ne suis pas cynique, là. Je ne dis pas que non, 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 ce n'est pas le cas. C'est le cas. Sauf que il y a d'autres enjeux en parallèle. Puis des fois, les gens entre-choisir les enjeux collectifs puis mes enjeux à moi, mais des fois, les gens choisissent leurs enjeux. Ma carrière, moi, je veux me comparer aux autres, je vais être meilleur que lui. Donc, des gens, des fois, là, ils vont donner plus de poids à leurs enjeux plutôt qu'aux enjeux collectifs. Donc, d'être un stratège, ça sert à mettre en lumière les enjeux communs, les enjeux collectifs, à reconnaître qu'on peut avoir des enjeux qui nous sont propres, à reconnaître aussi qu'il y a des fois de l'incompatibilité dans les enjeux, mais aussi d'annoncer qu'il est important de créer de la compatibilité dans nos enjeux. Moi, ça m'est arrivé d'être ici à HEC dans des situations où mes enjeux étaient totalement incompatibles avec ceux de l'école. Mais heureusement, j'ai un patron qui est extraordinaire, qui est un fin stratège, qui a vu ça, qui a vu mes enjeux. Il a dit, Pierre, écoute, on va s'asseoir, on va se parler. Parce que j'étais sur le bord de donner ma démission. Imaginez. Ça s'est passé le 24 septembre 2016 à 11h20. Je me souviens encore de la date et de l'heure. J'étais dans les escaliers, puis je m'en allais, je m'en vais chez nous. J'écris ma lettre de démission. Mais mon patron, qui est un fin stratège, m'a dit, Pierre, on va s'asseoir. Bon. Donc là, on a parlé des enjeux, puis là, écoutez, je suis encore ici. C'est grâce à lui. Et je l'en remercie d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un stratège. Ne présumez pas, parce qu'on a des objectifs communs, que la contribution des gens à ces objectifs sera automatique. Des fois, il faut les convaincre de contribuer. Ils vont le faire si on est capable de leur démontrer que nos objectifs communs sont compatibles avec leurs enjeux. Lorsqu'on se retrouve devant quelqu'un qui a un recours plus à la manipulation dans les jeux de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller à la pharmacie acheter de l'arsenic, mesdames et messieurs. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne devrais pas dire ça à des avocats. Là. Écoutez, vous allez dire, lui, il a des intentions malveillantes. C'est une blague.
la manipulation, il faut... Bon, il y a plusieurs courants de pensée. Je vais vous partager celui auquel j'adhère, moi, personnellement. Il faut le mettre face à ses contradictions. La personne machiavélique qui manipule, elle va créer ce qu'on appelle avec vous des fausses alliances. Elle fait semblant d'être votre allié. Ah, bien sûr et certain, ben oui, je t'ai aidé, puis tout ça. Sauf que sa contribution, elle est soit minime ou carrément absente. Ou pire, la personne va manipuler d'autres personnes pour que ce soit elle qui contribue à sa place. Donc, il faut être capable de mettre cette personne-là devant ses contradictions, devant ses constats. Donc, il faut être très factuel. Là. Il faut dire, regarde, voici ce que je vois, explique-moi ce qui se passe. Évidemment, la personne machiavélique sera très réticente à mettre en lumière l'incompatibilité de ses enjeux parce que c'est quelque chose qu'elle veut cacher, étant donné que ses enjeux, c'est des agendas personnels qu'elle poursuit au détriment des enjeux collectifs. Mais ce qu'on veut, c'est de lui dire, écoute, je vois ce qui se passe, je vois ton petit jeu, puis une fois que vous lui avez signifié ça, il sera utile pour vous de créer ce que nous appelons une coalition défensive. Assurez-vous que vous avez des alliés autour de vous qui partagent la même perception que vous, parce que si jamais le machiavélique revenait à la charge contre vous, ben vous aurez au moins l'appui des alliés que vous aurez créés là, dans l'intervalle. Donc, c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire avec ces individus. Excellent. On a aussi une demande d'avoir des idées de livres, d'articles ou autres si on veut approfondir le sujet. Bien, avec grand plaisir. Alors, ce que je n'ai pas indiqué plus tôt, c'est que les diapositives que je vous ai partagées, on va évidemment vous les rendre disponibles et vous aurez dans ces diapositives une liste d'ouvrages que je vous recommande. Il y en a en anglais, il y en a en français, il n'y en a pas beaucoup en français, mais il y a quand même une petite littérature et j'aurai aussi le plaisir de faire suivre avec mes diapositives deux petits textes que j'ai écrits en 2016 pour les gens qui sont des professionnels comme vous, pour un peu là, synthétiser l'essentiel de mon propos que je vous ai partagé cet après-midi. Donc oui, je serais heureux de vous faire suivre cette petite liste avec les diapositives qui vous seront rendues disponibles avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup, professeur Lani, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie au nom du comité, mais aussi du Barreau de Montréal et de ses membres. C'était fort agréable. Merci. Je rappelle nos partenaires. Je remercie nos partenaires, le CAGE, Mon Petit Recrutement Ressources humaines et la Financière des avocats. Merci tout le monde pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié la présentation et au plaisir de vous voir dans les prochaines formations du comité. Merci.